Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour, nous entamons aujourd'hui le 8e épisode de Demande à ta mère avec un thème pour le moins complexe et intéressant, celui de la sexualité et du genre. Il est vrai qu'au cours des dernières décennies, l'évolution des mœurs, l'affaiblissement de la religion dans certaines cultures, la libération des femmes, l'émergence des méthodes de contraception, l'élévation du niveau d'éducation des femmes aussi, leur accès grandissant aux activités professionnelles, tout ça a nourri une profonde modification de la sexualité adulte des femmes comparée à celle des hommes. Alors, si auparavant la sexualité des femmes était surtout liée au mariage et à l'initiation par les hommes, cela a beaucoup changé, mais il serait réducteur de se limiter uniquement à l'évolution de la sexualité des femmes en tant que genre. Le rapport genre et sexualité est devenu bien plus complexe aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous proposons d'en parler sans tabou avec une spécialiste, le docteur Anne-Françoise Spinois, professeure en urologie pédiatrique et en urologie reconstructive à l'hôpital universitaire de Gand. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue dans Demande à ta mère, c'est une première. Alors j'ai l'habitude de poser une petite question sourire à mon invité et voici celle que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous lui en posiez souvent, vous, des questions à votre maman à l'adolescence ? Non, pas vraiment. C'était un peu tabou, justement. Et c'est une des raisons qui me motive à essayer de briser ces tabous. D'accord. Bien, merci pour ce partage. Alors, avant d'aborder le thème de la sexualité et du genre, il me semble important de redéfinir ce qu'on entend par sexe, genre et sexualité. Est-ce que vous voulez le faire ou je donne les définitions que j'ai trouvées? Je préfère. Alors, je pense que vous pouvez donner les définitions que vous avez trouvées. Je voudrais les commenter, si vous êtes d'accord. D'accord, ok. Alors, le sexe, c'est finalement ce qui est défini par les caractères biologiques à la naissance qui différencient un homme d'une femme. Donc, c'est les chromosomes, les organes sexuels reproducteurs, l'anatomie d'une personne et ses caractères sexuels secondaires, donc ce qui, a priori, distingue un homme d'une femme, les seins, la largeur des hanches, les épaules, les poils. Ça, c'est le sexe. C'est ce à quoi on est né, c'est notre bagage de départ. Exactement. Voilà, donc ça, c'est assez facile à comprendre. Oui. Le genre ou l'identité de genre, c'est ce qui est défini par la société ou par la personne elle-même, indépendamment de son sexe de naissance. C'est ce qui est invisible, en fait, et on pourrait le qualifier de sexe social ou de sexe culturel. C'est un sexe construit qui s'est affirmé à travers la socialisation des individus. Et il est évident qu'il existe des différences majeures selon les sociétés, les cultures présentes dans le monde. Et le genre détermine ce qui est attendu, permis ou estimé chez une femme ou un homme dans un contexte donné. Notre société aussi occidentale se définit de manière très binaire, avec l'identité de genre masculine ou féminine, tandis que d'autres sociétés, le genre en Amérique du Sud, sont traditionnellement définis avec beaucoup plus de variations de genre. Donc ce background culturel est très important, mais effectivement, c'est la façon dont la société nous définit. D'accord. Et enfin, la sexualité, c'est encore autre chose. Et je me suis basée sur la définition de l'OMS, en la raccourcissant un petit peu. On la définit en fait comme l'ensemble des tendances et des activités qui, à travers le rapprochement des corps, l'union des sexes, dans la recherche d'un plaisir charnel, l'intimité, la satisfaction, l'accomplissement global de la personnalité et accessoirement la reproduction. Mais elle peut se vivre sous différentes formes de pensée, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de comportements, de pratiques, de rôles, etc. La sexualité est aussi influencée par de nombreux facteurs, biologiques d'abord, psychologiques ensuite, sociaux, Exactement. Mais aussi économiques, politiques, culturels, religieux, historiques, spirituels. Donc c'est très vaste. Traditionnellement, effectivement, dans notre société, on a un intérêt sexuel défini homosexuel, hétérosexuel, les variations. La société là va très fort l'influencer dans la mesure où chez nous, en Europe, la majorité des sexualités sont acceptées, homosexuelles, hétérosexuelles, les variations. Dans d'autres pays comme l'Iran, etc., être homosexuel n'est pas toujours accepté. Donc il y a une très forte influence culturelle. Donc il y a l'attraction et il y a l'influence de la société sur notre attraction.
Je voudrais ajouter une dernière définition à celle que vous avez déjà donnée. Nous avons défini donc le sexe à la naissance. Nous avons défini l'identité sexuelle. Je voudrais aussi parler de l'expression de genre. Donc, on peut très bien avoir une identité de genre définie par la société comme masculine, mais se sentir soi-même de masculin, toute la variation vers le féminin. Donc, on peut très bien être donné par la société un sexe natif à la naissance masculin, une identité masculine, et se sentir plus une expression féminine, et toutes les variations entre les deux. Donc, ce n'est pas parce que la société nous définit comme masculin qu'on pourra ne pas s'exprimer par toutes les variations possibles et imaginables. Nous connaissons tous des gens masculins, féminins, mais qui ont plus une conduite masculine, plus féminine. Nous connaissons tous l'exemple des filles qui adorent jouer au football et qu'on nomme des garçons manqués, et les garçons, inversement, qui aiment bien jouer aux poupées, et on leur dit tous mais joue au football plutôt. Donc c'est là qu'on voit l'expression de l'identité de genre qui peut être très variable aussi. On y reviendra d'ailleurs parce que c'est vraiment important. Alors on voit bien que toutes ces définitions, elles sont quand même assez complexes, elles ne sont pas si automatiques que ça. Ça permet de comprendre qu'il est illusoire de penser que sexualité et genre, et vous venez de le dire, signifient la même chose pour tout le monde. Et c'est peut-être tant mieux, puisque finalement on est chaque fois un être humain unique. Mais respecter ça n'a pas l'air d'être si facile pour la société. Mais comment on fait pour s'y retrouver aujourd'hui avec toutes les tendances qu'on voit émerger, docteur ? Alors je pense que la première étape, c'est de savoir qu'il existe énormément de variations et d'aller chercher l'information aussi. Toute la tendance dont on parle de plus en plus les dernières années, transsexualité, queer identity, etc., sont toutes des variations qui, jusqu'il y a 20 à 30 ans, étaient réprimées, étaient relativement tabous, comme le thème de votre podcast. Les jeunes, actuellement, savent que ça existe et osent beaucoup plus s'exprimer. Donc, comment s'y retrouver ? Je pense que la première chose, c'est de ne pas tenter de rentrer dans une classification. Sachant que chacun a une expression différente, on ne doit pas rentrer dans ce modèle binaire défini traditionnellement par la société homme, femme, hétérosexuel, homosexuel. Il existe toutes les variations possibles et imaginables et chacun a la liberté de s'exprimer selon ses propres préférences tant qu'il y a consentement. C'est le seul prérequis, je pense. Et tenter de briser ces classifications, je pense que c'est la chose la plus importante pour briser les tabous. D'accord. Mais ce qui est déroutant, et c'est sans doute puisqu'on s'adresse aux parents ici en priorité, c'est qu'on a été élevé dans des schémas standards, il faut bien l'avouer, et ça semblait plus simple avant, puisque les choses étaient plus normées, j'ai envie de dire. Il y avait les hommes, il y avait les femmes dans ce schéma binaire d'hétérosexualité ou d'homosexualité, avec des attirances su mais tu entre individus de même sexe et des attirances croisées aussi entre les deux sexes. La bisexualité, c'est pas nouveau non plus. Mais en dehors de tout cela, il semblait ne rien exister d'autre, tandis qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, l'éclosion des genres paraît sans limite. Donc un nouveau vocabulaire s'invite d'ailleurs dans la société et on voit bien que les jeunes vivent cette évolution avec beaucoup d'aisance, beaucoup de sérénité, tandis que les anciens restent un peu perplexes, pour ne pas dire déroutés. Alors on parle beaucoup de LGBTQIA+, on a l'impression que cette liste s'allonge sans fin. n'en finit plus. Donc on parle bien sûr de lesbiennes, de gays, de bisexuels, de transsexuels, de queer, d'intersexuels, d'asexuels, d'aromantiques et de tous les autres. Et on peut peut-être définir quelques-uns de ces vocables. Agenre, ça veut dire quoi, docteur ? Alors, à genre, c'est toute une faible partie de la population, parce que la plupart des gens qui se définissent selon les variations sexuelles se définiront plutôt comme d'autres variations que à genre, parce qu'à genre, on ne se sent ni masculin, ni féminin, ni aucune variation entre les deux. On se sent neutre. Et neutre est finalement la seule variation biologique dans la nature qui n'existe quasiment pas. Aussi bien dans le monde animal que dans le monde végétal. Neutre, ça veut dire asexué, ça veut dire sans intérêt aussi vers l'un ou l'autre sexe. Donc c'est une très faible population qui va se définir comme agenre. Heureusement, parce que ça ne doit pas être facile à vivre. J'imagine, ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est sûr. Alors, queer, ça paraît bizarre et c'est pas étonnant, puisque queer, ça veut quand même dire un peu bizarre. Alors, est-ce que ça veut dire bizarre ou est-ce que ça veut dire une autre expression de sa féminité interne ? C'est une autre question. Selon les traductions que l'on utilise, selon la façon dont on utilise ce vocabulaire queer,
Queer voudra essentiellement dire une expression de genre masculine, mais avec des variations vers la fémininité. Nous connaissons tous, dans les couples gays, traditionnellement, parfois il y a quelqu'un qui a une tendance plus féminine. Ce sera ce genre-là, essentiellement, une des variations. Donc tout le monde qui est gay aussi, avec tendance plus féminine, ne se définira pas forcément comme queer. Ce sera important. Donc queer, c'est quelqu'un qui aime bien montrer cet aspect plus féminin. Vraiment le montrer et l'extérioriser. Et alors une dernière définition peut-être, parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est transgenre. Alors, il existe 2 variations transgenres, donc une population masculine qui se sent transgenre féminin et une population née avec des organes sexuels féminins qui se sont transsexuels masculins. Donc, ce sont transgenres, c'est essentiellement une population qui se sent intrinsèquement avec un genre différent du sexe avec lequel ils sont nés. Et cette population peut éventuellement chercher un traitement ou bien s'accepter en tant que telle. Donc, il existe aussi de nombreuses variations à travers l'expression du transgenre. Est-ce que ces tendances, elles ont toujours existé dans l'humanité ou bien elles se révèlent aujourd'hui pour toute une série de raisons? Je pense qu'elles ont toujours existé au sein de l'humanité. Quand on voit aussi traditionnellement, même dans les peintures hiéroglyphiques ou dans les anciennes sculptures de la Rome antique ou de la Grèce antique, parfois c'est dans le théâtre, leurs représentations ou leurs écrits, on voit toujours cette expression d'hommes plus féminins, de femmes plus masculines. On voit différentes variations. Traditionnellement aussi en Amérique du Sud, cette expression a été représentée dans les peintures rupestres, donc je pense que cette expression a toujours existé, mais selon les époques, c'est plus ou moins exprimé. Donc c'est cette liberté d'expression peut-être qui nous donne cette impression que ça émerge aujourd'hui, alors qu'avant, ces gens étaient réprimés. Je pense que ça existait avant dans notre culture aussi, dans la Renaissance, traditionnellement aussi, on a eu une liberté d'expression dans le théâtre, dans la vie de tous les jours, qui a été fortement réprimée par la suite et qui est en train de réémerger. Je pense que finalement, cette variation d'expression de genre a toujours existé, mais le balancier de l'histoire nous permet de l'exprimer peu ou moins à certaines périodes. C'est vrai qu'à la Renaissance, l'extravagance en fait vestimentaire des hommes et des femmes permettait sans doute de mieux vivre certains aspects de sa sexualité ou de son genre. Voilà, de normaliser ce qui pouvait apparaître comme un spectacle et qui était juste l'expression de ce qui voulait être fait au quotidien. Alors en ayant conscience en fait de ce qui existe autour de nous et de l'évolution de la sexualité à travers les époques, il ne reste pas moins difficile de savoir comment faire face à un ou une adolescente qui s'affirme aujourd'hui homosexuelle, bisexuelle ou gender fluide. Gender fluide, je précise peut-être, c'est qui se sent tantôt homme, tantôt femme, au niveau de l'attirance en tout cas de ses partenaires sexuels. Donc quel conseil peut-on donner aux parents tout en rappelant quand même que l'orientation sexuelle, ça se ressent, ça ne se choisit pas. On ne décide pas d'être homosexuel. Alors je pense qu'effectivement, il y a une première chose très importante là. Toute la tendance qu'on a observée jusque dans les années 50 en disant on va changer les homosexuels en les éduquant, on va changer l'attirance sexuelle, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est quelque chose qui est tout à fait absurde. On est comme on est, on a une attirance, on ne peut pas la changer et ce n'est pas nécessaire de la changer. C'est qui on est. Pourquoi vouloir changer sa personnalité? On ne peut pas guérir un homosexuel. Je crois que il faut vraiment. Pourquoi guérir? Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades, exactement. Mais on a longtemps considéré que c'était une maladie mentale ou une déviance. Parce qu'on a considéré que la norme était hétérosexuelle. On revient à la définition de qu'est-ce qu'est notre norme. Mais donc une première chose, c'est notre attirance sexuelle, on ne la change pas. Vous aimez le bleu, vous allez toute votre vie aimer votre bleu, ou ça peut changer avec le temps, mais vous ne pouvez pas changer le fait que vous aimiez le bleu. C'est la même chose pour votre attirance sexuelle. Première chose, c'est les parents qui se disent en leur donnant un séminaire ou une éducation, on va changer ça. Non. Première chose, c'est accepter votre enfant comme il est et aidez-le. C'est la meilleure chose pour avoir des bonnes relations avec votre enfant. C'est sûr. Donc, c'est surtout accepter et essayer de voir comment on peut aider comprendre. Justement l'enfant à mieux vivre sa propre vie, finalement. Poser des questions, je pense, parce que l'adolescent se pose beaucoup de questions en lui-même, mais déjà savoir que l'adulte n'a pas forcément toutes les réponses, on s'en pose aussi, et savoir que chercher à deux, ce sera plus facile, ça aide déjà beaucoup, je pense. Se dire qu'on part à la recherche avec son enfant de la bonne réponse, tout en sachant qu'il n'y a pas toujours forcément une seule bonne réponse, c'est la première étape la plus importante. Discuter, chercher ensemble, aller chercher des sources d'informations extérieures. C'est ça. Et le fait de partager en fait cette recherche d'informations, je pense que c'est super important pour pas laisser non plus cet adolescent seul face à ce qu'il va trouver
sexualité qui va lui Exactement. correspondre ou pas, ou les choses sur lesquelles il aura envie peut-être Exactement. d'être confronté Traditionnellement, à un autre avis. ce dont vous me parlez, c'est une famille habituelle, hommes, femmes qui ont eu un enfant. C'est ce qu'on voit encore le plus souvent dans la société actuelle. C'est en train de changer. On voit de plus en plus de couples homosexuels qui ont des enfants. Donc le modèle qui a été imprimé chez nos enfants va changer petit à petit. Mais donc, la première étape, c'est venant de cette famille traditionnelle hommes-femmes qui ont eu un enfant et l'enfant se pose des questions, montrer qu'il existe d'autres familles, qu'il existe d'autres façons et se dire voilà, on va voir comment ça marche chez d'autres personnes. C'est une étape aussi également très importante. Cette éducation finalement à la pluralité des choses, c'est pas si évident quand on l'a pas reçue soi-même en Exactement. tant que parent, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel d'ailleurs. D'où l'importance de diffuser l'information, je pense. La première étape, c'est de savoir déjà qu'il existe d'autres types de familles que la famille traditionnelle française, belge, papa, maman, 3 enfants. Ouais. Il existe d'autres modèles. C'est certain. On peut quand même aussi se poser la question suivante, puisqu'aujourd'hui les adolescents évoluent vers les réseaux sociaux, subissent beaucoup d'influence aussi par ce qu'ils entendent, voient et écoutent. Et est-ce qu'il peut y avoir malgré tout une influence à certains moments ou une pression sur l'adolescent qui est en quête de son identité de genre ou par rapport à son orientation sexuelle aussi? C'est pas toujours aussi automatique. On peut se sentir attiré vers les filles, vers les garçons et puis après faire un choix ou faire le choix des deux d'ailleurs. Mais puisque tout le monde le fait, il semble y avoir aujourd'hui une espèce de mode qui pourrait pousser l'adolescent à vouloir en être, alors que lui, c'est peut-être qui il est ou ce qu'il a envie de faire. Et on pense notamment aux réseaux sociaux, mais aussi à cet accès facile à la pornographie, pornographie en tout genre d'ailleurs, hein, et pas seulement celle à laquelle on pense d'hétérosexuels. Donc ça, c'est une mise en garde, il faut être attentif à ça. Comment on accompagne les ados là-dessus? Je pense que de nouveau, mise en garde, c'est plutôt une question d'accompagnement parce que je pense que la pornographie, tout comme la diversité de genre, elle a toujours été présente. Elle est tout simplement plus accessible. Elle est plus accessible et celle qu'on voit est aussi beaucoup plus variée que celle qui a traditionnellement été présente jusqu'il y a quelques années. On voit beaucoup plus de films homosexuels plutôt que les hétérosexuels. On voit beaucoup plus de variations et c'est important aussi d'en discuter avec l'enfant. Donc plutôt que de nouveau mettre cette pornographie comme un tabou et éventuellement dire voilà, la pornographie, ce que tu vois sur Internet, c'est toujours exagéré. On va toujours chercher les gens qui vont faire les choses les plus extrêmes parce que c'est ça qui intéresse toujours sur Internet. Mais c'est du cinéma. C'est du cinéma avec ses effets spéciaux comme pour les cascades. Exact. Mais par contre, comme pour le cinéma, il y a toujours un fond de vrai. Donc ce fond de vrai est exagéré, mais ce fond de vrai, il est là. Donc des relations homosexuelles, des relations de trio, des relations avec 2 femmes, des relations avec des gens de variations sexuelles ou des gens qui changent leur goût avec le temps, ça existe. Mais de nouveau, sur la pornographie, ce sera exagéré et ce sera important d'en discuter et éventuellement de montrer certains sites aussi ensemble avec l'enfant et de dire voilà, là c'est exagéré, là c'est pas comme ça dans la vie réelle parce que un couple dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qu'on voit sur Internet. C'est sûr. Alors, il est bien sûr normal, on le disait tout à l'heure, de s'interroger sur son orientation sexuelle quand on est adolescent ou même plus tard. Ce serait faux de croire que l'adolescence n'est que le seul moment où on s'interroge. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal de s'interroger à ce point? On a l'impression que c'est venu très fort au-devant de l'information. Il n'y a pas un seul jour où on n'entend pas parler de toutes ces orientations sexuelles différentes, etc. Ce qui aussi, pour un jeune qui est en pleine réflexion, peut être particulièrement déroutant s'il n'est pas à l'aise, ou au contraire se dire finalement tout le monde en parle et c'est assez normal. Comment mettre le curseur au bon endroit en fait? Est-ce qu'il y a un bon endroit? C'est une bonne question. Alors je pense que de nouveau, depuis toujours, il y a toujours eu cet intérêt de discuter de la sexualité, d'attribuer un certain mal-être à certains problèmes de sexualité. On connaît tous le nom hystérique. Traditionnellement, avant, les femmes qui étaient hystériques parce qu'elles étaient dépressives, parce qu'elles n'étaient pas heureuses en ménage, on leur faisait une hystérectomie, on leur enlevait leurs organes sexuels. Donc cette tendance a toujours existé. Je pense qu'actuellement, on rend ça tout simplement beaucoup plus discutable. C'est beaucoup plus facile et c'est là le point le plus important, je pense. Dans la vie de tous les jours, oui, tout le monde en parle parce que c'est l'intérêt de tous les jours aussi. La sexualité fait partie des besoins naturels comme manger, boire et c'est quelque chose qui occupe tout le monde à tous les âges. Dire aussi que c'est uniquement à l'adolescence, c'est pas vrai. Nous connaissons tous certaines personnes qui, depuis toujours, ont un certain mal-être, ne savent pas toujours expliquer pourquoi, ne l'attribuent pas forcément à une sexualité qui n'est
pas bien reconnu, et se rendre compte plus tard, à 30 ans, 40 ans, donc loin après la puberté, que finalement, tout ce mal-être depuis des années, il était là parce qu'on ne se rendait pas compte, mais on était attiré par un autre sexe que ce qu'on pensait. Et donc, identifier ce mal-être, en discuter, ça aide, je pense, à tous les âges à se sentir mieux dans sa peau et à comprendre quels sont les problèmes. Mais c'est sûr que même si l'ouverture est peut-être plus grande aujourd'hui, la sexualité reste malgré tout tabou, et on le voit bien dans certaines tranches de vie. La sexualité des seniors dans les homes, par exemple, ça reste tabou. La sexualité des handicapés, ça reste tabou. Donc il y a toujours ce côté, cette réticence à admettre que la sexualité fait partie de la vie normale et de tous les jours, comme vous venez de le dire. C'est notre côté religieux qui est toujours Alors je pense qu'effectivement, en Belgique, en France, en Europe du Nord, nous avons une prépondérance de l'influence de l'Église, effectivement. Et donc, l'Église, traditionnellement, le sexe est uniquement pour servir à la reproduction. Le sexe, une fois qu'on a eu ses 3 enfants, on n'est plus censé avoir de sexe. Alors que c'est une méconnaissance, je pense, de la vie de tous les jours. À côté de ça, on voit quand même dans certains milieux, même d'Europe du Nord, que les milieux moins catholiques, les milieux plus neutre, parle beaucoup plus facilement du sexe. Et c'est dans ces milieux que l'ouverture vers le transgenre, vers l'homosexualité est la plus grande. Vous êtes ici à Gand, qui est typiquement la ville de la liberté sexuelle, de l'identité transgenre. Gand se veut une ville tout à fait anti-religieuse. Gand se veut le pendant de Liège, avec son université libre. Gand a également une université libre, par opposition à d'autres villes de Belgique, comme Leuven, comme Louvain, avec leur université catholique, avec l'influence catholique. Traditionnellement, je pense que dans certaines parties de la population, une certaine influence catholique et du background sera très importante. Mais d'autres courants existent et il est important de parfois aller chercher l'information où elle existe, même si elle n'est pas forcément à l'endroit où on s'attend à la trouver, ayant été élevé par exemple dans un background catholique, ayant été élevé dans un background traditionnel. Non, il existe d'autres canaux d'information. Et je pense que des séances d'information comme aujourd'hui sont très importantes. Allez chercher l'information où elle existe. Elle est là. Et adressez-vous aux bons professionnels. Je voudrais qu'on revienne un peu à l'identité de genre, parce qu'il y a quand même un moment important aussi dans la naissance de l'identité de genre ou dans la prise de conscience, c'est l'enfance. À quel âge un enfant prend-il conscience qu'il est un garçon ou une fille ? C'est compliqué comme réponse, dans le sens où ce concept a évolué avec le temps aussi. L'éducation a évolué avec le temps aussi. Donc traditionnellement, jusque récemment, l'enfant était à la naissance un garçon ou une fille, et on allait éduquer l'enfant garçon, fille, bleu, rose, les jouets additionnels. On sait qu'au niveau éducationnel, un enfant commence à se rendre compte de son sexe, zizi ou pas zizi, vers 3-4 ans. C'est ça, donc il fait une exploration de son corps. Voilà, exactement. Donc c'est l'âge où on commence un peu à chipoter, à regarder un peu, je suis différent de maman, ou je suis comme maman. C'est l'âge où il commence. Maintenant, savoir ce que ça veut dire garçon, fille, c'est un peu plus tard, c'est vers 5-6 ans. Maintenant, quelle est cette différence entre ça et l'expression du genre ? Ça, c'est une toute autre discussion qui a été aussi ouverte récemment. Vous avez probablement entendu parler du gouvernement suédois et des gouvernements du nord de l'Europe qui proposent de ne plus attribuer ce genre garçon-fille, mais d'éduquer les enfants de manière neutre. Oui. Ils en reviennent d'ailleurs un petit peu parce que c'est très compliqué de rester très neutre. Donc, à quel âge l'enfant se rend compte des différences anatomiques ? 3-4 ans. Se rend compte des différences de rôle, ça dépend aussi du background culturel et de la façon dont on éduque l'enfant. Donc son environnement a beaucoup d'importance. Exactement. Ouais. Et comment l'école et comment les amis définiront cela. Mais il faut quand même être attentif lorsqu'un enfant, justement, parce que il y a déjà eu des films qui ont relaté des histoires de ce type. Quand on a un enfant qui montre des contradictions biologiques et sociales, dans son identité de genre, je veux dire, un petit garçon qui se déguise toujours en fille et qui a envie d'être une fille, c'est pas anodin. Idem pour une fille qui aurait envie que d'avoir des comportements de garçon et qui le dit, parce que parfois les enfants sont assez purs que pour dire non, moi je suis un garçon, je veux des cheveux courts alors que je suis une petite fille et que la maman veut qu'elle ait des cheveux longs. Comment il faut réagir pour assurer en fait ce meilleur équilibre au futur adulte ? Alors je pense que la première chose, c'est de ne pas le réprimer. C'est de participer à ce désir de cet enfant. Donc l'enfant est un garçon et souhaite se déguiser en fille, pas de souci, on va l'aider. Si on le réprime, par contre, il ne comprendra pas, se sentira non compris par ses parents et c'est là que peuvent commencer les problèmes.
problème. Donc je pense qu'une certaine ouverture, accompagner l'enfant dans cette exploration, parce que l'enfant il se dit j'aime bien la robe, mais il ne comprend pas forcément tout ce que cela implique. Donc laisser l'enfant tester ce que ça veut dire à l'école, dans l'environnement familial, laisser l'enfant explorer. C'est une première étape très importante, parce que chez beaucoup d'enfants, ça va se passer une fois, 2 fois, et puis ça s'arrête, parce qu'ils ont envie de voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça va causer comme réaction, que les gens rigolent une fois parce qu'ils aiment bien être le héros du show une après-midi, et puis ça s'arrête là, parce qu'il n'y a pas de désir profond. C'est ça. Maintenant, chez d'autres enfants, moins fréquents, ce désir se maintient. Et alors là, c'est important, je pense, d'aller assez tôt consulter un psychologue, psychiatre, pédopsychiatre pour accompagner cet enfant, parce que finalement l'enfant doit être accompagné, doit pouvoir être aidé à comprendre tout ce que cela implique, sachant aussi que ça n'aura des implications physiques qu'à partir de 13-14 ans, à partir du moment où des premiers signes pubertaires pourront apparaître et pourront éventuellement le gêner. Mais jusqu'à cet âge-là, accompagner l'enfant dans son comportement, c'est la première étape, parce que le plus souvent, ça s'arrêtera de soi-même. Alors, on voit aussi aujourd'hui une augmentation des transgenres et ces personnes qui, je rappelle, ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été attribué à la naissance de façon biologique et qui se reconnaissent dans l'autre sexe. Les chiffres parlent, mais je ne sais pas si ces chiffres sont justes, docteur. Ça concernerait 3 à 5% de la population en Belgique, ce qui paraît énorme, puisque c'est 300 à 500 000 personnes quand même. Alors on voit aussi l'émergence de centres, de cliniques, de services spécialisés dans l'accompagnement de la transidentité, que ce soit à Bruxelles, à Liège, mais sans doute à Gand aussi. Quelles sont justement ces spécificités qu'offrent ces structures et à qui s'adressent-elles ? Est-ce qu'elles s'adressent aux enfants, aux ados, aux adultes ou uniquement aux adultes ? À tout le monde, premier message. Ici à Gand, nous avons, comme vous dites, un centre spécialisé. Nous étions, je pense, un des premiers centres centralisés à propos de cela, parce qu'il a été commencé il y a 30 ans de cela. Et il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adolescents qu'aux adultes. Tout simplement parce que quand des parents sont déroutés, parce que justement un enfant continue à dire « moi je me sens pas garçon ou je me sens fille, moi je voudrais bien par contre continuer à évoluer dans l'autre sexe », nous avons une structure de pédopsychiatres qui vont pouvoir accompagner l'enfant dans cela à tous les âges. Dans un premier temps, ce sera un accompagnement, en discuter de ce que ça veut dire, de ce que ça implique au quotidien. Et si on accompagne l'enfant en disant voilà c'est un petit garçon mais on va toujours l'habiller en jupe parce qu'il aime bien et qu'on fait cela, comment est-ce que l'enfant va vivre ça jusqu'à la période de l'adolescence. La période de l'adolescence commence éventuellement la discussion avec les psychiatres. Est-ce qu'on va tenter de freiner l'adolescence? Est-ce qu'on va donner des hormones? Donc des hormones pour le sexe opposé, c'est la première question. Et donc ça c'est quelque chose qui se fait en Europe en tout cas à partir de l'âge de 12, 13, 14 ans, qui se fait même beaucoup plus tôt aux États-Unis, sans consensus européen. Nous, en Europe, on n'est pas d'accord avec ça. On préfère commencer vraiment vers l'âge de 10-12 ans, avec des critères spécifiques reconnus par des psychiatres. Si l'enfant vraiment continue à s'identifier dans le sexe opposé, on pourra éventuellement freiner la puberté pour qu'une petite fille ne développe pas des seins qu'elle ne veut pas avoir, pour qu'un garçon ne développe pas une pilosité qu'il ne souhaite pas avoir. Et donc ça, c'est l'étape suivante. Après cette première période de l'enfance, est-ce qu'on va freiner la puberté? Et pendant ce freinage de la puberté, est-ce que l'enfant continue à s'identifier dans le sexe opposé? Et donc, c'est le moment où interviennent donc les endocrinologues pour aider à passer ce cap de la puberté. Un peu plus tard, interviennent éventuellement, après les endocrinologues, après le test de l'âge adulte, éventuellement la chirurgie. Et donc ça, c'est l'étape suivante. La chirurgie en Europe n'est jamais faite avant l'âge de 18 ans. Parce que nous voulons tout d'abord que l'enfant, qui n'est plus un enfant à l'âge de 18 ans, mais d'abord soit certain de son choix donc pour une période assez longue. Consentement vraiment. De consentement adulte, et aussi d'être certain pendant une période assez longue qu'on ne s'est pas trompé. Parce qu'on voit fréquemment des enfants de 12-13 ans qui disent pendant 1 an ou 2 oui mais je me sens du sexe opposé, mais qui n'évoluent pas comme ça avec l'adolescence, qui changent d'avis dans la vie de tous les jours. Nous, les gens qu'on traite comme transgenres, ce sont des gens qui vraiment s'identifient de manière dans la vie courante pendant un minimum de 2 ans comme étant du sexe opposé. Alors là, après 2 ans de traitement endocrinien, pour ceux qui le souhaitent, parce que tout le monde ne le souhaite pas, c'est important aussi, on peut passer aux étapes suivantes afin d'adapter le corps à cette identité, donc de transformer un corps féminin vers un corps masculin et inversement de transformer un corps masculin vers un corps féminin si le patient le souhaite, parce que tout le monde ne le souhaite pas. Certaines personnes transgenres
se sentent suffisamment bien dans leur corps avec juste l'aide d'hormones du sexe opposé. Une dernière question peut-être, c'est important aussi d'accompagner bien sûr l'enfant, l'ado et l'adulte dans ce cheminement et dans cette transition si elle doit avoir lieu, mais c'est indispensable que son environnement, donc ses parents, ses proches, se fassent accompagner aussi pour permettre à cette personne de vivre au mieux cette expérience de vie finalement. Alors si les parents le souhaitent, oui, ils peuvent se faire accompagner. Dans ma pratique quotidienne, je vois beaucoup de parents qui viennent d'abord chercher de l'information pour savoir comment accompagner leur enfant de manière optimale. Pas forcément qu'ils se sentent mal eux-mêmes, mais qu'ils ont vraiment cette volonté de dire voilà, moi c'est mon enfant, je veux pas le perdre, et si je réagis mal, si je réagis comme parfois ma première réaction serait, je vais perdre mon enfant, je vais perdre ce contact avec mon enfant, et qu'ils viennent chercher de l'information. Donc je pense que première chose, c'est l'information, elle est disponible, on est là pour la donner, tout le monde est le bienvenu pour chercher de l'information. Et qu'on soit parent d'un patient ou qu'on veuille juste accompagner, qu'on soit amis, cherchez dans les bonnes sources l'information et venez poser des questions. C'est pour ça que des podcasts comme celui d'aujourd'hui sont faits, diffuser cette information. Très bien, je pense que c'est un beau mot de la fin pour cette première partie et j'ai vraiment envie de vous donner rendez-vous pour un autre épisode, docteur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Nous poursuivons notre exploration du thème sexualité et genre avec Coralie Deladrière, psychologue et sexologue à Bruxelles. Bonjour Coralie. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Alors la question du genre et de la sexualité est naturelle dans la construction de l'être humain. Pourquoi le rôle du parent à chacune des étapes de cette construction est-elle importante et comment l'envisager au mieux ? La question du genre est finalement quelque chose de culturel. À partir du moment où justement les parents sont influencés par cette norme, si je puis dire, qui est présente dès le début, on va dire, de la vie de chaque individu, ils vont transmettre ça également à leurs enfants. Et donc il y a finalement une attente dès la grossesse de savoir quel est le sexe, quel est le genre de leur enfant. Petit garçon, petite fille, et puis évidemment l'évolution vers le choix du prénom et donc de nouveau quelque chose de genré. Ensuite, on verra évidemment que l'enfant, lui, ne sait pas du tout s'il est petit garçon ou petite fille. Vers l'âge de 2-3 ans, ce qu'on appelle l'identité de genre, donc le sentiment profond d'être petite fille ou d'être petit garçon, va se marquer en fait de manière assez claire chez tous les enfants. Mais évidemment, il va y avoir potentiellement ce refus de la part du parent en fait d'accepter que l'enfant parfois se dira petit garçon alors que au niveau de l'assignation, je veux dire de sexe à la naissance, ce n'est pas exactement la même chose. On a ces stéréotypes culturels en fait qui vont être rappelés par les parents. Et donc c'est vraiment hyper important, je pense, de le rappeler, c'est que le parent a une influence sur son enfant, mais une influence qui peut parfois être négative. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être ouvert. On a évidemment, en tant que parent, des idées préconçues. La volonté, finalement, d'avoir un enfant qui correspond à ce stéréotype, ces convenances sociales, ces idées qui nous ont été apprises culturellement. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est vraiment, j'allais dire, profond et inné. Donc de la bienveillance, ça c'est évidemment ce qu'on peut envisager, qu'on pourrait encourager de la part des parents, une ouverture d'esprit. Alors je pense que la société de plus en plus nous aide à être un peu plus ouvert d'esprit, mais certains parents restent quand même cloisonnés, coincés dans des idées préconçues par rapport à ce qui est acceptable ou pas acceptable, par rapport de nouveau à de la religion, la culture et des choses comme ça. C'est donc accompagner l'enfant dans la différence peut-être qu'il exprime et qui ne se révélera peut-être pas jusqu'au bout être une différence importante. Mais c'est vraiment, c'est comme pour tout, je dirais, dans l'évolution, dans l'éducation d'un enfant, c'est le fait de se sentir aimé, donc cet amour inconditionnel dont on parle chez l'enfant pour qu'il puisse se développer de manière adéquate. Cet amour inconditionnel, on le répète, c'est vraiment la question de... Il n'y a pas de condition à aimer, donc la condition, ce serait de dire je t'aime si tu es un petit garçon tel que assigné à la naissance, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Il n'y a pas besoin finalement de mettre de conditions pour aimer en tant que parent. Et puis plus tard, parce que ça aussi c'est vraiment important,
Je dirais que le parent doit être vraiment présent à l'âge de la puberté parce qu'à la puberté, il peut y avoir des changements. Même si l'enfant a été très sûr de lui pendant de nombreuses années par rapport à sa question de genre, donc est-ce qu'il est petite fille, petit garçon, eh bien à la puberté, il pourrait y avoir des doutes. Et donc le parent doit être présent et c'est encore une fois une question d'ouverture, de communication, d'écoute, de soutien de sa part pour pouvoir justement le laisser évoluer vers son identité et surtout vers son épanouissement. C'est une question d'information aussi, Oui. Parce que voilà, on a tous été éduqués quelque part dans des schémas standards et très binaires dans nos sociétés. Et c'est vrai qu'a priori, chaque parent rêve de normalité et de singularité aussi pour son enfant, mais pas forcément sur le plan de la sexualité. C'est ça qui est quand même un petit peu confrontant aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce si dérangeant finalement pour un parent de devoir faire face peut-être un jour à une différence exprimée, voire un coming out? Et même le mot est dérangeant dans notre société. Quand on parle de coming out, c'est toujours comme si c'était une catastrophe. Mais parce qu'on revient de nouveau à cette question de normalité. Et qu'est-ce que c'est la normalité en fait? Et de nouveau, elle fait référence à des normes qui sont religieuses, culturelles, apprises en réalité. Donc, dans certaines cultures, on ne parle pas justement de binarité homme-femme. Je dirais qu'on est vraiment dans une différence entre sexe et genre. Donc, on peut avoir justement des attributs sexuels homme ou femme, donc garçon ou fille, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se sent qu'on est garçon ou qu'on est fille. Et donc, de nouveau, cette norme est remise en question. C'est quoi la normalité? On parle dès le départ, en fait, de normaux et de déviants. Et donc, on parle... Et c'est très choquant, parce que finalement, on se dit qu'alors, un individu qui serait hors norme, ce serait un individu qui n'est pas exactement le standard de la religion, de la culture dans laquelle il se trouve. Alors que si on fait référence à d'autres cultures, c'est tout à fait acceptable. Donc, tout à fait. Et puis, je pense que ce qui est souvent intéressant, c'est de faire référence au règne animal. Donc, quand on voit la normalité, c'est quoi finalement chez les animaux, en fait, la normalité, c'est aussi d'avoir des pratiques homosexuelles. Donc, en réalité, finalement, les animaux nous apprennent sur le fait que eux, ils ne se prennent pas trop la tête, je dirais, par rapport à cette question de normes, d'acceptables. Et donc, de nouveau, c'est la question de sortir finalement de cette norme. Et donc, pour les personnes homosexuelles ou bisexuelles, de devoir, comme vous disiez très bien, faire leur coming out, c'est vraiment finalement de s'affirmer, de dire ce dont ils ont besoin pour être heureux. Et c'est tout à fait inacceptable de se dire que pour être heureux, l'individu doit justement devoir se battre auprès de la société dans laquelle il est inscrit. Donc c'est beaucoup de souffrance, en fait. C'est beaucoup de souffrance et on se rend compte que beaucoup d'homosexuels, en fait, vont soit nier leur homosexualité donc pendant un temps ou pendant toute leur vie. Donc on peut voir, par exemple, des personnes qui, pendant toute leur vie, vont fonctionner comme hétérosexuels et qui, en réalité, ont vraiment des pulsions homosexuelles qui va peut-être les regagner plus tard dans leur vie. Donc, est-ce que c'est parce qu'on relie toujours le coming out uniquement à la sexualité? Or, ce coming out, c'est juste une demande en fait de l'être humain de dire laissez-moi vivre comme j'ai envie de vivre, comme je suis et tel que j'ai envie d'être heureux. C'est que ça finalement. Oui, mais quelque part il y a quelque chose de très flou dans l'homosexualité. Quand on regarde, en fait c'est presque une identité. Certains homosexuels se veulent visiblement homosexuels. Donc ils affirment leur sexualité au travers de gestes, de vêtements, voilà, de coiffure. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, quand on demande si une personne est homosexuelle ou hétérosexuelle, parfois on dit qu'elle est homosexuelle par rapport à son apparence en fait. Et moi je me pose la question, il y a pas mal d'études qui ont été faites en ce sens, c'est pourquoi justement les homosexuels ont besoin de s'affirmer différents au niveau finalement vestimentaire, au niveau de la coiffure, au niveau des pratiques, des gestuels. C'est peut-être justement pour être tranquille en fait, pour que ça soit plus clair. Et donc oui, voilà. D'un autre côté, il y a autant d'expressions différentes qu'il y a d'humains. C'est comme si on demandait à toutes les femmes d'être hyper féminines, ce qui n'est pas le cas, ou aux hommes d'être hyper masculins. Donc le curseur finalement sur la ligne homme-femme ou autre, j'ai envie de dire, c'est très difficile à définir. Et c'est pour ça que ma question suivante, elle est orientée
plutôt parents. Quand un jeune ou une jeune est confrontée en fait à la réalité de son orientation sexuelle et qu'il ou elle veut l'exprimer et être reconnu comme tel, donc pour la vivre et l'assumer, comment aider les parents à avoir la bonne attitude, parce que c'est confrontant par rapport à ce qu'ils sont eux, par rapport à ce qu'ils ont cru transmettre à leur enfant. Et en fait, l'enfant est différent et il veut vivre cette singularité. Comment on fait pour se rejoindre, en fait? Est-ce que il faut prendre de l'information ensemble, il faut rester connecté justement et ne pas s'éloigner l'un de l'autre? Tout dépend finalement de la capacité de l'adulte à pouvoir discuter de ce sujet à partir du moment où justement les jeunes sont baignés là-dedans de manière beaucoup plus évidente et depuis plus longtemps en réalité que les adultes. Donc je trouve que c'est peut-être là que je dirais que le conseil se trouve, c'est se questionner à l'avance, être capable en tant que parent d'avoir cette ouverture d'esprit, de ne pas s'inquiéter outre mesure, même si pour son enfant on veut toujours le meilleur. Mais en fait le meilleur c'est peut-être justement ça. C'est l'équilibre de l'enfant. C'est l'équilibre de l'enfant. Et donc de nouveau on revient à cette question d'amour inconditionnel, c'est amour de l'enfant, quelle que soit la condition, qu'elle soit justement petite fille ou petit garçon, au niveau de son orientation sexuelle, de la même manière, qu'elle soit homosexuelle, bisexuelle, hétérosexuelle, tout est acceptable à partir du moment où l'enfant et l'adolescent devenant adulte est heureux finalement. Donc ça se passe de plus en plus par de la communication qu'on trouve, comme on le fait ici, dans des podcasts. Je pense que c'est là, et certains livres sont bien faits, même si je dirais que c'est un petit peu désuet, en fait. Les livres, on fait plus ça avec des tout petits, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'attention, un petit moment donné, comme ça, avec l'enfant, on se pose sur le coin du lit et on discute de sujets importants. Avec l'adolescent, ça va être plus, justement, avec des podcasts, quand des on émissions, voilà, des émissions, exactement. Oui. Et alors, chose très comique aussi, c'est que, et là on revient un peu à de la psychanalyse, c'est que beaucoup de jeunes en fait parlent beaucoup à leurs parents en voiture. On dit souvent que les parents sont des taximans, taxiwomen, et que on va aider l'enfant justement à se rendre à tel ou tel endroit. Mais c'est un moment très propice en fait pour la discussion, parce que l'enfant n'a pas le jeune en réalité, c'est l'adolescent, n'a pas de contact direct avec le regard de son parent, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de retour au niveau non verbal, et donc ça peut être intéressant parce qu'alors l'enfant, le jeune va s'exprimer de manière beaucoup plus fluide, plus spontanée, et va peut-être aborder des sujets peut-être parfois un peu plus profonds qu'on n'a pas toujours le tendance à faire. C'est un bel environnement finalement. C'est fermé, on est dans un petit cocon, quoi. Oui. Et une fois sorti de la voiture, peut-être que tout s'arrête et on a oublié qu'on a avoué et qu'on a échangé sur certains sujets qui habituellement sont un peu tabous. Donc, mais toutes les circonstances sont en tout cas bonnes à prendre pour rester à l'écoute de son ado ou de son enfant. Alors on va terminer sur la transsexualité, parce qu'on en a parlé dans la première partie de ce podcast. C'est certain que face à la transsexualité, il n'y a certainement pas de bonne ou de mauvaise réaction, mais il faut quand même éviter de blesser à tout prix son enfant. Donc, quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents face à ce besoin de changer en fait son identité sexuelle et son sexe? Oui, et son sexe, pas toujours en fait, parce que la question de la chirurgie est de plus en plus controversée, parce que c'est juste une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de transsexuels qui ne souhaitent pas faire d'opération, parce qu'il s'agit quand même presque, je vais utiliser ce terme, c'est peut-être un peu fort, mais de mutilation à partir du moment où certains et certaines n'ont plus du tout de sensation au niveau sexuel. Donc on n'encourage pas toujours, on va dire, à la chirurgie. Mais donc, par rapport à la question de la transsexualité, on est dans un registre encore très différent, c'est-à-dire que la transsexualité, c'est quelque chose qui est vraiment évident dans l'âme, dans l'esprit, dans le vécu de l'enfant. Donc assez tôt, je vous disais, la question de l'identité de genre, c'est vers l'âge de 2-3 ans que ça prend forme. Et
Et l'enfant, en fait, transgenre, transsexuel, il a vraiment cette évidence, cette certitude qu'il n'est pas dans le bon corps, en fait. Il le sent très très fort, voire même il se demande un peu à la puberté pourquoi finalement, pour une petite fille, les seins sont en train de pousser alors qu'elle aimerait qu'une seule chose, c'est rester complètement plate comme un petit garçon. Et à l'inverse, les petits garçons, en fait, c'est quelque chose que j'entends souvent en consultation, ils aimeraient bien, en fait, que leur sexe tombe, que leur zizi tombe, qu'il y a une espèce d'espoir comme ça, que quelque chose va se passer de miraculeux parce qu'il y a une erreur fondamentale, en fait, dans leur assignation au niveau biologique, au niveau du sexe. Donc, c'est vraiment, et pour les parents, c'est vraiment important de l'entendre, c'est que on le disait tout à l'heure, c'est pas du tout une passade, en fait. C'est pas un caprice, c'est vraiment quelque chose qui est profond en eux. Ils en sont certains, ils peuvent le dire vraiment avec des mots très clairs. Donc, ils veulent faire disparaître leurs attributs sexuels qui ne correspondent pas au sexe, finalement, qu'ils ressentent profondément. Donc là, je dirais que par rapport aux parents, le discours va leur paraître peut-être plus évident, en fait. C'est ça, pour accompagner en fait l'enfant dans la sortie de ce mal-être, finalement. Complètement. Ouais. Et donc, c'est vraiment... il ne faut pas attendre la majorité pour passer, justement, et d'ailleurs de plus en plus, ça se fait autrement. On ne doit pas passer la majorité pour passer à l'acte, finalement, dans cette transition, pour aider au niveau hormonal, au niveau potentiellement, comme je disais, chirurgical. C'est quelque chose qui est assez évident, qui pourrait se faire même avant la puberté. Et dans certains cas, on arrête justement la croissance hormonale, donc au niveau justement des traits, on va dire, genrés. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les enfants qui sont transsexuels, ils en souffrent énormément. Et donc cette souffrance peut aller très loin, vu qu'ils ne se sentent pas du tout acceptés par rapport aux parents potentiellement, par rapport aux autres copains. Ils se sentent différents et ils ne se sentent pas bien dans leur propre corps. Donc, ils sont très perdus, en fait. Ce sont des enfants qui vont avoir parfois des symptômes dépressifs, anxieux, je dirais même très anxieux, parce qu'il y a de l'anxiété à être on va dire en société, avec d'autres camarades. Oui, de se sentir en décalage permanent. Complètement en décalage, ouais. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, si on peut transmettre ce message par rapport aux parents, c'est que c'est de l'ordre de l'évident, en fait. C'est l'évidence même. La transsexualité, c'est vraiment quelque chose de très clair, en fait, dans la tête des enfants. Beaucoup plus clair que voilà, le fait de se définir comme garçon ou fille, ou par rapport à leur orientation orientation sexuelle, je dirais plus tard. On est vraiment là dans quelque chose qui, dès les premières années de vie, en fait, est quelque chose de clair. Très bien, on doit s'arrêter là malheureusement aujourd'hui, mais il est clair que de nombreuses questions restent en suspens sur ce vaste sujet de genre et de sexualité. On y reviendra très très certainement dans d'autres épisodes. Merci beaucoup Coralie. Merci à vous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre sujet plutôt tabou, la masturbation féminine. Donc à très bientôt. Au revoir. Oh là là.